Bonjour, je m'appelle Sylvain Plantureux, je suis professeur à l'Université de Lorraine, je suis agronome de formation, je suis devenu au fil du temps agroécologue. Ma spécialité c'est les prairies, à la fois la biodiversité des prairies, la gestion des prairies. Je travaille déjà depuis un certain nombre d'années sur ces prairies, alors à la fois en France, à l'échelle européenne, mais aussi localement, et notamment ici dans le massif vosgien, où j'ai beaucoup travaillé sur l'étude de la valorisation de ces prairies, de leur biodiversité et de l'intérêt de cette biodiversité justement pour leur valeur fourragère. Alors puisqu'on parle de biodiversité, en fait la biodiversité c'est un concept qui est très très large. Alors quand on parle de biodiversité, en général on a en tête essentiellement la diversité des espèces. Et en particulier la diversité des espèces qu'on voit, alors les espèces végétales, les plantes herbacées qu'on a dans les prairies, les arbres qu'on a dans les forêts, et puis toute la biodiversité végétale qui nous entoure. Et puis la biodiversité animale, bien sûr, tous les animaux sauvages, les animaux domestiques qui nous entourent. Mais la biodiversité, c'est bien plus que ça. D'abord, dans ces animaux, il y a des animaux qu'on ne voit pas, les animaux qui sont souterrains. Et puis, il y a d'autres formes de biodiversité. Il y a d'abord toute la biodiversité dite génétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont les races, les variétés, et puis toutes les formes à l'intérieur même d'une espèce. Donc au sein de toutes les espèces, qu'elles soient végétales ou animales. Donc c'est la deuxième forme de biodiversité, cette biodiversité génétique. Et puis il y a une troisième forme de biodiversité qui est très bien illustrée par le paysage qu'on a derrière nous, qui est la biodiversité des écosystèmes, c'est-à-dire la différence de nature des différents éléments de cet écosystème. Alors, cette biodiversité, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose de stable, qui se maintient dans le temps. En fait, cette biodiversité, elle évolue énormément. Alors, elle a évolué au fil du temps, et si on prend même des temps très très lointains qui sont depuis la naissance de la planète, on sait que la planète a connu des phases d'augmentation, de diminution de la biodiversité. Il y a la fameuse disparition des dinosaures que tout le monde connaît, qui correspond à une phase de régression très forte de la biodiversité. Et donc cette biodiversité, elle a connu des phases d'augmentation, de diminution. Et puis si on revient sur des choses beaucoup plus terre-à-terre et locales, la biodiversité qu'on voit comme ici, ce paysage de la Bresse, c'est une biodiversité qui est essentiellement héritée de l'homme et de la manière dont l'homme a façonné son territoire. Alors de mille façons. D'abord dans les choix qu'a fait l'homme, soit de laisser pousser ou de planter de la forêt, soit au contraire d'éclaircir ces forêts et pour mettre des espaces agricoles. Ces espaces agricoles qui peuvent être de différentes natures. On voit ici essentiellement des prairies, mais il faut imaginer que ce paysage il n'a pas été du point de vue agricole toujours en prairie, et que à certaines époques de ces vallées, on a cultivé des céréales, on a cultivé des pommes de terre. On retrouve aussi des arbres fruitiers dans ces vallées. Et donc la biodiversité qu'on voit aujourd'hui, cette biodiversité, elle est vraiment le fruit du travail de l'homme. Elle est dans un certain état aujourd'hui qui est différent de celui d'hier et qui est certainement différent de l'état de cette biodiversité de demain, de la biodiversité de demain. Donc cette biodiversité, elle est actuellement en très forte réduction. Et on parle même d'une extinction des espèces comparable aux 6 grandes extinctions qu'a connues la planète. Donc à l'échelle de la planète, cette biodiversité elle est en très très forte réduction. Alors pourquoi elle est en forte réduction? Essentiellement liée à l'activité de l'homme, qui se traduit par une utilisation de plus en plus intensive des écosystèmes, une consommation
très très forte des espaces naturels que l'homme artificialise, avec une réduction de cette biodiversité. Alors, l'homme, bien sûr, est à l'origine d'une chute de biodiversité, mais l'homme peut aussi accroître cette biodiversité, et c'est toute l'histoire de l'agriculture, puisque depuis les débuts de l'agriculture, depuis que l'homme a commencé à pratiquer l'agriculture, il n'a eu de cesse que de sélectionner, de domestiquer, de sélectionner des espèces végétales, des espèces animales, et de créer tout un tas de variétés, tout un tas de races. Par exemple, toutes les races de vaches que nous avons aujourd'hui n'existaient pas il y a 1000 ans ou il y a 2000 ans. Ce sont des créations de l'homme. La même chose pour toutes nos espèces végétales et nos variétés végétales qui sont des créations de l'homme. En agriculture, on a cette balance entre création et disparition. Quand l'agriculture est très intensive, quand elle va utiliser beaucoup de pesticides, quand elle va simplifier les paysages, arracher les haies, tout ça ce sont des facteurs qui vont avoir tendance à diminuer fortement la biodiversité. Et en ce sens, l'agriculture peut être un danger pour la biodiversité. Et puis quand l'agriculture, au contraire, est une agriculture qui préserve une diversité, et notamment une diversité de systèmes de production, cette agriculture peut au contraire préserver ou même augmenter cette diversité. Alors, le maître mot là-dedans, c'est la notion de diversité. C'est-à-dire que si on veut préserver de la biodiversité des écosystèmes, il faut une diversité des systèmes agricoles. Ça veut dire que sur un même territoire, il faut éviter d'avoir la même activité sur tout le territoire. Il faut diversifier les types d'exploitation. Il faut diversifier aussi au sein d'une exploitation les modes de gestion des différentes parcelles, voire essayer, mais ce n'est pas toujours facile, de diversifier les races animales, voire les espèces sur une exploitation. Donc en fait, dans ces formes d'agriculture, puisqu'on est ici dans une vallée montagnarde, on est en général dans des types d'agriculture qui ont réussi à préserver de la biodiversité. Moi qui travaille sur les prairies, je m'aperçois qu'au niveau français, il n'y a guère que les massifs montagneux et puis quelques zones de plaine, mais qui sont de plus en plus rares, où on a pu maintenir un peu de biodiversité dans les prairies. Et à ça, il y a plusieurs raisons. La première raison, ce sont les potentiels des sols et les potentiels des climats qui font que dans les grandes plaines céréalières, on a de tels potentiels de rendement des céréales qu'on s'est mis à intensifier fortement, alors que dans les zones de montagne, on est sur des conditions de sol et de climat qui sont beaucoup plus difficiles et qui ont amené à développer d'abord à beaucoup plus tenir compte du milieu, puisque le milieu est très difficile, et ensuite à développer d'autres stratégies, et en particulier une stratégie qui a un impact sur la biodiversité, qui est la stratégie de valorisation très forte des produits. C'est-à-dire que plutôt que de vendre des grandes quantités de produits, d'essayer de produire des quantités de plus en plus importantes, on va plutôt essayer de valoriser le milieu, notamment en transformant, et c'est le cas notamment de toutes les exploitations qui transforment du lait en fromage ou qui transforment de la viande. Et cette transformation, elle permet de mettre une pression un peu plus faible sur le milieu. Alors si on regarde le paysage que nous avons en face, on va retrouver cette diversité. Qu'est-ce qu'on voit sur ce paysage en face? On voit d'abord une opposition ou une alternance de zones agricoles et de zones forestières. Dans les zones forestières, on voit une diversité entre soit des peuplements monospécifiques de conifères, soit des arbres qui ont à cette saison perdu leurs feuilles, donc ce sont des feuillus. Donc il y a déjà aussi une certaine diversité dans les forêts. Dans les parcelles agricoles, on voit ici uniquement des parcelles en herbe, en prairie. Mais si tout paraît vert, en fait, tout ça cache quand même une diversité de prairies. Alors on a des prairies de fauche, on est ici en montagne, donc les hivers sont longs, donc les agriculteurs ont besoin de constituer des stocks de fourrage pour l'hiver. Donc on a besoin de prairies de fauche.
Une des contraintes de la montagne, c'est que ces prairies de fauche, il faut pouvoir y accéder avec du matériel, et donc il faut être sur des pentes qui ne sont pas trop importantes. Sur ces pentes importantes, justement, on va plutôt mettre des animaux qui vont venir pâturer, et cette différence entre fauche et pâture va créer de la biodiversité, puisque les espèces qu'on va trouver dans les prairies ne seront pas exactement les mêmes quand une prairie est pâturée, quand une prairie est fauchée. Donc le fait de pâturer ou de faucher va créer de la diversité, va générer des espèces différentes. À l'intérieur des parcelles de fauche ou des parcelles de pâture, on peut aussi avoir des situations différentes. D'abord selon l'intensité du pâturage ou l'intensité de la fauche. Sur le pâturage, ça va se mesurer par rapport au nombre d'animaux qu'on va mettre par unité de surface. Le type d'animaux, si on met des chèvres, des moutons ou des vaches, ces animaux ne pâturent pas de la même façon, ils vont brouter plus ou moins ras, ils vont manger certaines espèces, par exemple les chèvres vont très bien manger des espèces un peu broussailleuses, alors que les vaches ou les moutons vont moins les manger. Donc en fait, la diversité des animaux va permettre une diversité des végétaux. Dans les prairies de fauche, ce qui va surtout jouer, c'est la date de récolte. Plus on exploite la fauche tardivement, et plus on laisse la chance à certaines espèces de se développer, notamment des espèces qui ont besoin de faire tout leur cycle de développement, de produire des fleurs, de produire des graines, et que ces graines retombent sur le sol. Si ces prairies sont fauchées très tôt en saison, ces espèces ne peuvent pas accomplir leur cycle, et donc elles vont disparaître. Il y a quand même des limites, parce que la qualité du fourrage, la qualité de l'herbe est liée aussi à la date de récolte, et si on attend trop tard, on peut très bien avoir une herbe qui est beaucoup moins appétante, beaucoup moins intéressante pour les animaux. Donc les agriculteurs doivent faire un compromis entre attendre suffisamment et puis ne pas trop attendre. Si on s'intéresse au niveau de biodiversité de ce paysage, d'abord il faut se poser la question du niveau de biodiversité de chacun des éléments de ce paysage. Les prairies de fauche, les parcours, les forêts, les différents types de forêts. Dans ce paysage, les prairies de fauche ont en général entre 40 et 60 espèces végétales, voire plus dans certains cas. Les parcours ont une diversité qui est un petit peu plus faible, mais qui peut être entre 30 et 40, voire 50 espèces dans certains cas. Ensuite, on a aussi dans ce milieu, dans ce paysage, des parcelles qui sont en friche, alors soit des prairies qui sont en train de redevenir des forêts, soit à l'inverse des forêts qui ont été éclaircies et qu'on essaye de retransformer en prairies. Et ces situations intermédiaires peuvent être relativement riches, mais autour de 20, 30, voire 40 espèces. Et puis, dans les zones de forêt, on est sur des niveaux de diversité végétale qui sont un petit peu plus faibles, qui peuvent être dans les forêts où on mélange conifères, feuillus, de l'ordre de 20-25 espèces. Et puis ce chiffre peut tomber très fortement dans les peuplements monospécifiques d'épicéas, où on peut avoir alors une seule espèce d'arbre et puis quelques espèces végétales qui poussent entre les épicéas, mais être à 5-6 espèces végétales. Alors j'ai parlé que d'espèces végétales, mais il faut voir qu'à côté de ça, il y a aussi toutes les espèces animales, toutes les espèces de micro-organismes, les champignons, les bactéries, etc., qu'il faut également compter. Et là aussi, il y a une très forte diversité. Et globalement, cette diversité d'espèces animales, de champignons, de bactéries, est relativement liée au niveau de diversité végétale. C'est-à-dire que là où on va avoir, par exemple, dans les prairies de fauche, beaucoup d'espèces végétales, ça va se traduire généralement par beaucoup d'espèces animales. Pourquoi ? Parce que, par exemple, sur les espèces de papillons ou sur les espèces d'insectes pollinisateurs, certaines espèces vont être spécialisées sur une espèce végétale, d'autres vont être généralistes. Mais si on a beaucoup d'espèces spécialisées sur une espèce végétale, plus on a d'espèces végétales et plus on a d'espèces d'insectes pollinisateurs spécialisés. Donc conserver la diversité végétale, c'est aussi conserver cette diversité animale.
Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la biodiversité qui va être importante, c'est la biodiversité de l'ensemble du paysage. C'est-à-dire que dans mes prairies, dans mes parcours, dans mes forêts, j'ai des espèces, mais ce ne sont pas les mêmes espèces végétales, même les mêmes espèces animales. Et donc, si j'ai une prairie avec 50 espèces et si j'ai à côté une forêt avec 20 espèces, en fait, je peux additionner, c'est-à-dire qu'en tout, je vais avoir presque 70 espèces, parce que je peux avoir quelques espèces communes. Et puis enfin, la diversité du paysage, elle est aussi importante parce qu'il y a un certain nombre d'espèces animales, forcément ce sont les espèces qui bougent, qui ont besoin de plusieurs milieux. Beaucoup d'espèces ont besoin à la fois de la forêt, par exemple, pour leur servir d'abri, et puis des espaces agricoles dont ils vont se nourrir, ou des oiseaux qui vont venir nicher dans ces espaces agricoles. Donc en fait, le fait d'avoir plusieurs types de milieux dans un paysage permet à ces espèces de survivre. Et si on enlève l'un des types de milieux, ces espèces vont disparaître. Voilà, donc on est ici sur une prairie. Alors pour celui qui n'est pas forcément très averti, on a l'impression que tout est vert et donc que c'est quelque chose de très monocorde, monotone, qu'il n'y a pas beaucoup de biodiversité. En fait, il faut pas du tout penser ça. Cette prairie ici recèle une diversité assez importante. Alors ces espèces-là qui sont les graminées, sont des espèces qui constituent le fond des prairies, et on en trouve de nombreuses espèces dans les prairies. Dans une prairie comme ça, on a souvent 10, 15, 20 espèces de graminées différentes. Donc pour celui qui ne sait pas les reconnaître, il a l'impression de voir une seule espèce, mais en fait on a plusieurs espèces. Et à l'intérieur même de cette espèce, on a différentes populations. C'est la diversité génétique, hein. Donc à l'intérieur même de cette espèce, alors en l'occurrence ici c'est une espèce qu'on appelle le paturin, c'est même le paturin de Chaix, et cette espèce, à l'intérieur de cette espèce on a des populations qui sont différentes, hein. Et puis on a d'autres espèces, ici par exemple l'alchémie. Donc dans un rayon extrêmement réduit, on peut avoir ici 10-15 espèces, et puis quand on prend toute la parcelle, on a un très grand nombre d'espèces. Alors on voit ici aussi sur cette parcelle du fumier qui a été apporté. Alors des fois la fertilisation, les déjections organiques qui sont épandues dans les champs ont mauvaise réputation parce que on dit que ça pollue, que ça sent pas bon, etc. En fait, il faut voir que d'abord ici il s'agit d'un produit très naturel, hein, et sur une exploitation c'est important d'avoir un équilibre entre la production végétale, la production animale, et c'est un retour de la matière organique sur les parcelles. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'un peu d'enrichissement du milieu augmente la biodiversité. En fait, la biodiversité la plus élevée, on ne l'a pas dans les milieux très riches en éléments minéraux, parce que là, si on amène trop d'éléments minéraux, on réduit la biodiversité, mais pas non plus dans les milieux les plus pauvres. Quand on est dans un milieu extrêmement pauvre, il y a certaines espèces qui ne le supportent pas. Donc en fait, un peu d'amélioration de la fertilité du milieu permet généralement dans les prairies d'avoir un peu plus de biodiversité. Et en fait, ce qui va être très favorable à la biodiversité, c'est d'avoir des parcelles sur une même exploitation avec des niveaux de fertilité différents. Et c'est comme ça qu'on va maximiser le nombre d'espèces que l'on rencontre. Alors aussi, très important, c'est que ce fumier, il va contribuer à enrichir le sol. Et dans le sol, on a une quantité et un nombre d'espèces extrêmement importants. Et la vie du sol est très importante. Alors pour illustrer ça, simplement, on peut s'imaginer que dans une prairie, quand on voit des vaches sur une prairie, eh bien, il y a autant de masse, de biomasse, de poids d'animaux dans le sol que de poids de vaches à la surface, au-dessus de la surface du sol. Donc ça illustre en fait la formidable vie du sol, et cette matière organique, elle contribue à augmenter cette vie du sol.
Donc on est ici dans une parcelle telle qu'on en rencontre quand même un certain nombre dans les Vosges, où on devine encore un peu d'herbe qui traduit un état passé d'une parcelle qui était en prairie, mais qui est ici dans un stade déjà très avancé de colonisation. Alors d'une part par les genêts, d'autre part par les fougères ici, voilà, et qui traduisent un abandon de cette parcelle. Alors, sur la question de la biodiversité, quelles sont les conséquences de cet abandon? Alors, il y a quelques conséquences positives, mais il y a surtout des conséquences négatives. Alors, je vais commencer par les quelques conséquences positives. Les quelques conséquences positives, c'est qu'il y a quand même quelques espèces animales qui vont bénéficier de ce type de milieu. Parce que les espèces, que ce soit les genêts, les fougères, peuvent offrir un couvert favorable à ces espèces. Et puis, si on a très peu de ces milieux associés aux prairies, aux forêts, aux parcours, ça augmente globalement le niveau de biodiversité. Mais dans ce bilan, ces quelques éléments positifs sont largement compensés par malheureusement un élément négatif qui fait que beaucoup d'espèces végétales et beaucoup d'espèces animales disparaissent quand on est dans ce type de milieu par rapport aux espèces qu'on pourrait retrouver dans les prairies de fauche ou dans les parcours, les zones qui sont pâturées par les animaux. Donc globalement, cet abandon des prairies qui se traduit par des milieux qui sont en train de s'enfricher ici, se traduit globalement par une biodiversité végétale, animale, que ce soit des espèces ou des races, des variétés, qui est de plus en plus faible. Donc un effet négatif sur la biodiversité. Voilà, donc on est ici dans un milieu où on voit qu'on a une colonisation progressive par d'une part les genêts et d'autre part les fougères. Alors en fait c'est quelque chose de tout à fait prévisible et tout à fait normal dans ce type de milieu dès lors qu'on abandonne l'exploitation du milieu. C'est-à-dire que dès lors qu'on arrête de faucher ou dès lors qu'on arrête de faire pâturer des animaux sur ces milieux, qu'est-ce qui se passe? Quelques espèces plus adaptées que les autres vont prendre le dessus, et en l'occurrence ces deux espèces, le genêt et la fougère, ils ont un avantage compétitif très fort par rapport aux espèces, aux graminées, c'est d'avoir une taille assez importante. Donc ils vont faire de l'ombre aux autres espèces, ils vont étouffer les autres espèces et finalement ils vont prendre le dessus. Mais ce phénomène ne va pas s'arrêter là. Et on parle de stade de végétation, et le stade ici auquel on est, c'est un stade dit arbustif, puisqu'on a plutôt des arbustes ou des espèces de grande taille. Et le stade suivant, c'est le stade de colonisation par des arbres. Alors d'abord des espèces pionnières comme les noisetiers, dans d'autres milieux ça peut être des aulnes ou ça peut être des frênes. Et puis si on est dans d'autres régions que les Vosges, on va avoir d'autres espèces qu'on va retrouver. Et le stade ultime d'évolution de ces milieux, c'est une forêt. Et il faut savoir que dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, si l'homme n'intervient pas, on revient à une couverture par une forêt. Et donc la diversité qui est amenée par le fait d'avoir à la fois des prairies, des forêts, des parcours, des friches, disparaît si on laisse totalement la nature reprendre ses droits, puisqu'on ne va plus se retrouver qu'avec de la forêt. En termes de nombre d'espèces de plantes, si on démarre de la prairie de fauche par exemple qui a 40 ou 60 espèces, lorsque cette prairie de fauche va être abandonnée, dans un premier temps, ce sont les graminées qui vont pousser, notamment certaines graminées qui poussent assez haut, qui vont un peu étouffer les autres plantes, et on va progressivement diminuer le nombre d'espèces. Et puis quand les genêts, les fougères vont arriver, on va encore plus diminuer, et puis on va à ce moment-là descendre à 20, 15 espèces, parce que la fougère et le genêt, on le voit ici, ont tendance à complètement étouffer l'ensemble de la végétation, et toutes les autres espèces vont progressivement disparaître.
Donc dans ces vallées vosgiennes, l'agriculture a créé des paysages dont on a vu qu'ils permettaient d'avoir une forte biodiversité. Et inversement, dès lors que l'élevage a reculé, que l'agriculture a été abandonnée, eh bien, ça s'est traduit très clairement par une perte de biodiversité. Pourquoi? Parce que là où on avait une prairie de fauche, un parcours, même un espace enfriché et puis quelques forêts, quand on passe à un territoire qui est uniquement couvert par de la forêt, eh bien forcément on a perdu de la biodiversité. Alors pourquoi cet abandon de l'élevage? En fait, il y a de nombreux facteurs qui l'expliquent. D'abord un facteur sociologique qui est qu'on a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale un très fort développement de l'industrie, des services, qui a fait qu'une grande partie de la population française, et en particulier ici dans les Vosges, a cessé l'agriculture. On est en plus dans une région où on avait beaucoup d'ouvriers paysans, et le déclin de l'industrie dans les vallées vosgiennes, dans ces années-là, s'est traduit par un déclin de l'agriculture. Et là où les paysans avaient quelques animaux, des vaches, des chèvres qui entretenaient ces espaces, qui maintenaient de la biodiversité, l'arrêt de l'activité de ces agriculteurs s'est traduit par un enracinement, une couverture par la forêt. Ça, c'est le phénomène qui s'est passé après-guerre et puis pendant 20-30 ans. Maintenant, ce phénomène est plus tellement celui-là, et le phénomène est plutôt une évolution de l'élevage avec des conditions qui sont rendues de plus en plus difficiles. D'abord pour des raisons économiques de rentabilité de l'élevage. Et puis aussi des difficultés qu'on commence à voir aussi dans cette zone, comme on le voit dans d'autres zones, liées aux grands prédateurs, en particulier au loup, qui peut poser des questions sur l'avenir de l'élevage, sachant qu'aujourd'hui, nos modes d'élevage ne sont plus adaptés, ne sont pas adaptés, et qu'on a pour le moment guère de solutions. Et donc toutes ces menaces sur l'élevage sont aussi indirectement ou même directement des menaces sur la biodiversité.